Nous sommes 1000 personnes connectées et on va commencer. Donc, avant, permettez. Bienvenue sur TMG TV, l'univers des histoires mystiques. Voilà. La voix d'abord est soft. Donc, on va dire bienvenue. Pas les trucs que... Si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, mais aussi de partager. Les ouais des blancs se manquent dans les trucs. Bon, voilà. On va commencer. Je tiens d'abord à dire merci à tous ceux qui ont envoyé les histoires. Ceux qui continuent à envoyer les histoires sur le numéro WhatsApp, le plus 237 655 81 90 17. Toutes ces histoires-là, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe ici dehors. Moi particulièrement, j'ai arrêté de faire beaucoup de trucs grâce aux histoires que j'écoute tous les jours. Et c'est pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. Comme ça, nous tous, on va pouvoir être très prudents. Le dehors est sale, trop sale même. Et c'est en écoutant ces histoires, ces expériences, c'est que on a un peu déjà une mise en garde. Donc, partagez à vos frères, partagez à vos sœurs, partagez à vos cousins, vos voisins, même vos ennemis. Donc, on va commencer. Bonsoir et bonne heureuse année d'avance. Non, et bonne heureuse année. Et je remercie l'équipe de DMG parce qu'au moins ça nous pousse à ne plus faire confiance à nos propres parents, surtout l'histoire des sœurs qui se sont partagées le slip. Ça m'a vraiment frustrée parce que je suis une adepte à ça. Je partage beaucoup les habits avec mes cousines, mais en tout cas ça m'a vraiment fait réfléchir. Donc mon histoire, c'est l'histoire de ma meilleure amie. Je vais donner comme nom Paul. C'est l'histoire de Paul, une amie d'enfance avec qui nous sommes allés au lycée ensemble. Dans les ambiances, j'ai rencontré mon fiancé. Elle aussi avec le temps, elle a rencontré un jeune homme de bonne famille, aisé et tout, bien un homme d'un jeune de très bonne famille. Je préfère taire le nom du pays, mais c'est un pays de l'Afrique centrale. Donc, ils ont commencé une relation, ils ont fait une relation de 2 ans. 2 ans. Il allait présenter ma copine Paul à sa famille. Donc, le gars allait présenter sa copine chez ses parents. Donc, le père appréciait le beau-père l'aimait, c'était des cadeaux, il payait même l'école dans les grandes écoles, les 2 millions, les 3 millions. Donc, 2 ans après, le beau-père a dit non, il faut déjà qu'on officialise des choses avec la pauvre fille. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, ça fait pratiquement 4 ans, mais tout 5 ans que vous êtes ensemble. Donc après, ils sont allés voir les parents de Paul, ils ont fixé la date du mariage. Et lorsqu'ils sont allés fixer la date de mariage, c'était vraiment un grand mariage. Ils se sont mariés. Je sais que c'était pratiquement un mariage royal. C'était vraiment fou parce que les parents ont vraiment mis du paquet. Je pense que s'ils n'ont rien dépensé, non seulement c'était dans les 30 à 35 millions. C'était vraiment un mariage de ouf. Donc après le mariage, 1 mois après, ma copine m'appelle. Oh, ma copine, je dis non, je suis chez moi. Bon, j'arrive, je dis, ah viens, je t'attends, comme je venais aussi à peine d'accoucher. Donc, lorsqu'elle arrive à la maison, elle était triste. Je dis, c'est comment? Et tu t'es mariée 1 mois, c'est comment tu es triste, tu n'es même pas joyeuse et tout. Donc, 1 mois, elle a commencé, elle venait déjà régulièrement à la maison. Mon fiancé me dit que, chérie, ta copine là, elle vient à peine de se marier. Tout le temps, elle vient ici. Le matin, elle vient ici à 8h, elle va retourner à 22h, c'est comment? Oh, mais son mari ne va pas se fâcher. Oh, ce sont les bigots, je ne fais pas les problèmes. Après, on va dire que c'est toi qui entêtes la fille d'autrui, bien parce qu'elle a déjà la baille, elle gonfle. Donc,
Elle maigrissait, elle fanait. C'est comme ça où un jour je l'ai fait. Je dis que, ah, Paul, Aya, c'est quoi? Tu ne brilles pas, tu ne ressembles à rien, tu as fané, c'est comment? Alors que quand tu n'étais pas mariée, tu ressemblais à quelque chose, tu étais belle, et pourtant tu as tout, tu as les voitures, tu as les ménagères, tes beaux-parents t'aiment, on te paie l'école dans les grandes universités ici, c'est comment? Tu as tout, tu as tout, tu as tout, c'est l'enfant que tu veux. Oh non, mon mari ne me fait pas le bruit pour l'enfant. Et puis tu es encore jeune, tu n'as que 28 ans, tu vas faire l'enfant et puis ton mari ne te fait pas la pression. C'est comment? Donc après elle dit, oh, aïe aïe aïe, ma copine n'y a rien. Elle est retournée chez elle. Donc 2 jours après, elle est venue. Elle m'a toujours été à la maison. J'ai fait la table à mon fiancé, j'avais l'enfant. Bon, ça, mon mari là, mon fiancé allait au travail. Elle et moi, j'ai dit, ah moi je suis en train de repasser. Je suis dans la chambre, donc je rentre, je suis dans la chambre, je commence à repasser. Après, elle me lance une parabole, elle me dit, oh, tu es à l'aise, tu es heureuse, oh, tu es jolie, depuis ton mari, ton fiancé prend soin de toi et de l'enfant, tu es belle. Ça, j'ai dit, oh, comment tu me dis ça? Toi qui as tout, moi je repasse, toi tu as un ménager, toi tu as tout, Seigneur, tu as quel problème? Moi je t'envie même. Avec tout ce que tu as le luxe et tout, tes beaux-parents sont hauts, machin, tu roules dans les Range Rover, tu as les voitures de 40 millions et tout, c'est comment? C'est là où elle commence à pleurer. Elle commence à fondre en larmes. Elle joue qu'elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. C'est comment? Pour parler, elle n'arrivait pas. Je dis non, parle. Dis-moi ce qui se passe. C'est là où elle a commencé à me parler que, ma chérie, 1 mois après le mariage, mon beau-père est venu à la maison. Avec ma belle-mère. Ils ont fait asseoir, mon mari nous fait asseoir. Ils ont dit qu'il faut déjà passer à l'abattoir. C'est là où je dis, ah, passer à quel abattoir? Ils ont dit à mon mari, tu connais le rituel. Je dis à mon mari, quel rituel? Donc je ne savais pas. Le rituel, c'est que mon beau-père devait coucher. Mon beau-père doit coucher avec moi. Donc il part dans leur famille, la famille dans laquelle ma copine en mariage, il a 4 garçons et 3 filles. Donc c'est que lorsque l'homme se marie, l'homme couche avec ses belles-filles. Et lorsque c'est la fille qui se marie, la belle-mère couche avec ses beaux-fils. Je vous dis, dans le monde, il y a des choses qui se passent. Après, ma copine dit, quoi? Donc, elle me dit, elle voit comment le visage, quand elle crie, elle dit, non, vous blaguez. Elle me dit, elle voit comment le visage du beau-père change. Celui qui était doux, celui qui lui fait des cadeaux, la brutalise, la trappe, la gifle. Donc, c'est qu'il ne doit pas, ça ne doit pas être un viol. Elle doit accepter. Oui, bon, j'accepte. Elle doit dire oui, j'accepte. Parce qu'elle ne faisait que dire non, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne peux pas coucher avec le père de mon mari. Ça, c'est de la sorcellerie, je ne peux pas. So, le mari lui dit, et la femme, non, tu es venue, une fille de je ne sais que tu as trop quoi. Donc, tu penses que quand tu es rentré ici, on t'a payé l'école, les millions de francs CFA. Tu as une voiture de 40 millions. Tu vis dans une maison que je ne sais même pas, dans ta vie, tu savais même que tu devais vivre dans une maison comme ça. Et pour toi, tu pensais que tu étais trop belle, que c'était la vie en rose, quoi. Maman, tu dois payer le prix. Et payer le prix, c'est ça. La richesse que tu vois dans notre famille, là, c'est ça. La première base pour entrer dans mon mari, dans notre famille, il faut que le beau-père couche avec toi. Pour prendre la domination sur toi et pour prendre ce que tu as. Après, ma copine est restée comme ça. Elle dit oui. Donc j'ai appris qu'il y avait des sectes. Donc la secte existe vraiment. Et tu dois rentrer dans nos choses. Ma copine a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça fait 5-6 mois, je ne peux pas. Cette fille-là au quartier, non. Elle était déjà ce qu'on appelle en haut. Je pense que dans notre génération, c'est celle-là, oui. Elle est en haut. En haut. Elle est en haut. Elle était devenue hautaine, orgueilleuse. Mais moi, j'étais orgueilleuse.
On n'avait plus le temps de quelqu'un. Donc Dieu peut élever, Dieu peut rabaisser. Quand Dieu vient la rabaisser, là non, c'était faux. Elle est revenue dans la mariée, a dit si tu n'acceptes pas, le beau-père a dit soit tu meurs, si tu acceptes de coucher avec moi, tu as la vie. Si tu n'acceptes pas de coucher avec moi, tu meurs ou tu deviens folle. Donc c'est là où elle arrive. Elle me dit on va faire comment? Je vais dire quoi? Parce que lorsqu'elle va expliquer ça à sa mère lui dit d'accepter. On a déjà pris la dot, plus de combien de millions? On va rendre ça comme on a déjà fait les deux. Mais non, la mère de la fille, il faut accepter. Et l'enfant dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où l'homme a... Parce que quand elle vient me voir, je dis non, moi je n'ai qu'une seule issue, moi c'est Dieu que je connais. Donc je vais t'emmener quelque part. On va chercher à des hommes de Dieu loin. Nous sommes allés dans une église, là où je prie. Le pasteur a parlé du nom. Quand on t'a épousé, on t'a acheté. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque tu es rentré dans ce mariage, on ne savait pas que tu n'as pas accepté le deal, tu n'as pas dit oui, après tu n'as pas accepté le pacte, que oui, j'accepte de coucher avec ton père après le mariage. Donc c'était ça. Donc c'était délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance, délivrance sur couper les liens, délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance. Donc après sa délivrance, parce qu'ils ont su qu'elle avait déjà commencé à couper les liens, donc c'est là où les parents sont venus. Après, elle est retournée, elle est allée dans une petite chambre, ça où le gars l'appelle. Elle avait quand même des économies et tout, avec ce que ses amis l'ont donné pendant le mariage et tous ces cadeaux. Donc après sa délivrance, le gars l'appelle, son mari l'appelle, au nom viens me retrouver dans tel endroit. Mais le passant l'avait déjà dit ça, que ton mari va demander le divorce. Le mari l'appelle, elle se retrouve. Moi, non, je suis dans un quartier, viens me retrouver. Après, elle est partie, elle a retrouvé son mari. Son mari lui a remis les papiers du divorce. Elle a signé les papiers du divorce. Après, le mari lui a dit non, pour la dot, tu peux laisser parce que c'est moi qui ai demandé, c'est moi qui t'a répudié. C'est comme ça, c'est de ça que je voulais vous raconter. Voilà. Donc, c'est la première histoire. Voilà comment tu te retrouves dans un mariage compliqué. Essaie un peu de comprendre la qualité de calvaire qu'une femme peut subir dans ce genre de maison-là. C'est-à-dire que tu entres dans une maison, tu ne sais pas où tu pars. On a déjà payé ta dot. On a mangé, tout le monde a dansé. Les gars du village, les tueries sont déjà bu leur bière. Maintenant, toi, tu te retrouves dans une maison où tu vas subir ça. Donc, imaginez un peu. Voilà. On passe à la deuxième histoire. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Et comme d'habitude, on ne juge pas ceux qui racontent des histoires. On les encourage. Donc, deuxième histoire. Bonsoir DMG. L'histoire que je vais raconter est une histoire qui m'a été racontée par un ressortissant de la localité dans laquelle les faits se sont passés. Et cette histoire s'est passée dans un village qui se trouve au centre de la Côte d'Ivoire. C'est une histoire à cause de la tournure que les choses ont prise qui a vraiment secoué les villageois et c'est resté dans leur mémoire. C'est une vraie histoire. Voilà, dans ce village, il y a un chasseur qui vivait là-bas tranquillement avec sa femme, ses enfants, tout ça. Et il n'avait pas bonne réputation parce que les gens le trouvaient très dur, à la limite très méchant. Un jour, il est parti à la chasse et il est revenu l'après-midi. Quand il est revenu, comme à l'accoutumée, sa femme est en train de dresser sa table à l'intérieur de la maison. Il lui a dit que cette fois-ci, il ne veut pas manger à l'intérieur de la maison, qu'elle dresse la table à la terrasse, qu'il veut prendre de l'air en même temps. Le temps d'aller se laver, il va venir manger. Et c'est ce que sa femme a fait. Elle a dressé la table à la terrasse et elle est allée vaquer à ses occupations. Quand il a fini de se laver, il est sorti. Il voulait se mettre à table et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que une femelle cabri avec son enfant cabri ont tiré la nappe de la table jusqu'à ce que la nourriture verse. Et la femelle cabri et son enfant est en train de manger la nourriture.
Mais le chasseur est rentré dans une colère noire, mais une colère noire. Et il a saisi l'enfant de la femelle cabri qu'il est parti jeter dans un puits qui se trouvait dans sa cour. Et il a commencé à vociférer il a commencé à vociférer en disant à la femelle cabri que tu vois, j'ai jeté ton enfant dans le puits là. Prochainement là, tu n'auras plus le courage d'approcher ma maison. Regarde comment tu as gaspillé ma nourriture. Il était fâché, il vociférait. La femelle cabri, en voyant ce qui s'est passé et en entendant les cris de détresse de son enfant au fond du puits, elle a commencé à tourner, faire le tour du puits, comme si elle voulait rentrer à l'intérieur pour aller sauver son enfant. Mais elle ne pouvait pas. Elle a fait le tour du puits jusqu'à ce que son enfant au fond du puits cesse de crier. Quand l'enfant au fond du puits a cessé de crier, elle a compris que son enfant est mort. Donc elle n'a rien dit, elle est partie, elle s'éloignait. Elle aussi, elle criait en s'éloignant avec des cris de détresse d'un animal. Voilà. Donc, 2-3 mois après, le chasseur, lui, il avait 9 enfants. 2-3 mois après, il y a un de ses enfants qui tombe gravement malade. Ça ne va pas. On l'envoie à l'hôpital, tout ça. L'enfant n'a pas pu survivre, il est mort. Pendant qu'ils étaient en train de faire les funérailles de l'enfant qui est mort, un de ses enfants encore tombe malade. Dans les mêmes circonstances, il meurt. Un troisième aussi, dans les mêmes circonstances, l'enfant meurt. Donc les gens ont commencé à se poser des questions. Les gens ont commencé à se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants sont morts dans les mêmes circonstances. Donc ils ont cherché à savoir ce qui n'allait pas. Ils sont partis chez plusieurs féticheurs. Malheureusement, on ne leur a pas dit grand-chose. Et c'est comme ça qu'un quatrième enfant dans les mêmes circonstances meurt. Donc le monsieur était tellement désespéré, sa femme était tellement désespérée, tous les villageois même se demandaient ce qui s'est passé. Le cinquième enfant aussi est tombé malade. Quand le cinquième enfant est tombé malade, le monsieur a dit, bon, dans ce cas-là, puisque aucun féticheur du village n'a pu dire ce qui se passe, ils vont partir dans une localité, enfin dans un village voisin pour voir si les féticheurs de là-bas peuvent déterminer ce qui se passe. Ils prennent l'enfant, ils s'en vont dans un village voisin. Et quand ils sont partis dans le village voisin, effectivement, ils ont pu avoir une réponse chez un féticheur qui sont partis consulter. Le féticheur leur a dit, il a dit au monsieur, il dit, mais tu as posé un acte, et c'est cet acte-là aujourd'hui qui se retourne contre toi. Il dit, mais quel acte j'ai posé? Le féticheur lui dit que tu as pris l'enfant d'un cabri que tu as jeté au fond d'un puits à cause de la nourriture. Est-ce que tu t'en souviens? Le monsieur dit, oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il dit, mais voilà, c'est de là que partent tous tes malheurs. Et que la femelle cabri, là, dans sa colère, elle a dit, ah, comme tu as tué mon enfant, toi aussi, là, tu n'auras plus aucun enfant. Toi et moi, on sera sans enfant. Et c'est dans sa colère qu'elle a jeté ce malheur sur toi et sur tes enfants. C'est pour ça que les enfants meurent dans ce genre de circonstances. Mais il y a des sacrifices à faire pour que ce malheur-là s'arrête. Et il a donné les sacrifices à faire. Malheureusement, pendant qu'il donnait les sacrifices à faire, le cinquième enfant meurt. Et c'est quand il a fini de faire tous les sacrifices que les 4 autres ont pu être épargnés. Les 4 autres ont survécu. Et ça a tellement secoué, cette histoire a tellement secoué, comment dirais-je, la localité dans laquelle ça s'est passé. Parce que le féticheur leur a dit que c'est pas tous les animaux que vous voyez qui sont des animaux. Il y a d'autres qui sont des djinns qui viennent nous tenter. Et c'est sur quelque chose comme ça que tu es tombé. Et que dorénavant, il faut tirer une leçon de ce qui s'est passé. Donc voilà un peu l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Et que vraiment chacun en tire une leçon. Merci. Ça, c'est la deuxième histoire. On va passer à la troisième histoire rapidement. Laissez-moi vous dire que les histoires qui arrivent là, c'est pas... Ok. Oh. Bonjour, bonsoir, bolo à toute la famille, bolo à DMG TV. Vous allez bien, j'espère. Je suis ravie encore de me retrouver parmi vous ce soir et de vous raconter une histoire. Une histoire que je vais intituler « Jalousie mortelle ». Donc, c'est l'histoire de 2 commerçantes. À cette époque-là, je faisais encore mes stages. Donc, c'était un immeuble. On était en dessus. Et en dessous,
il y avait des petits box là que la mairie faisait louer aux commerçantes. Et les commerçantes là ne vendaient uniquement que de la bouffe. Donc, à l'heure du déjeuner, midi 13h, on se retrouvait tous là, les travailleurs, les stagiaires et tout. Donc, parmi ces dames-là qui vendaient, il y avait une d'entre elles que j'affectionnais à cause de sa bonne cuisine, de sa bonne humeur. Voilà, une certaine sympathie s'était installée entre nous. Donc, j'avais pris mes marques. Elle était devenue, comme on dit, ma copine. Ma copine qu'on va appeler Marie. Donc, voilà, j'étais maintenant là, j'allais maintenant que chez Marie et tout. C'est comme ça, un jour, j'arrive là, j'étais fauchée. J'avais même faim, j'étais là, je réfléchissais. Après, je me dis, ah, mais tiens, au fait, Marie. C'est comme ça que je descends. Donc, j'arrive là et tout. Je la salue là. Ah, vraiment, Marie, là où tu me vois là, c'est un peu fort pour moi aujourd'hui. Si vraiment tu peux me trouver un truc, demain je vais te régler. Elle me dit, oh, mais il n'y a pas de problème, ma copine. Assieds-toi. Donc, je suis là, tranquille, je me mets à l'aise bien. C'est comme ça maintenant. Comme j'avais souvent l'habitude, maintenant quand j'arrivais chaque matin, je la saluais toujours avant de monter. Donc, le lendemain matin, quand j'arrivais tôt, j'avais la flemme d'aller la saluer. Donc, j'étais seulement montée. C'est comme ça maintenant. À l'heure du déjeuner, quand je descends, tout ça, j'ai déjà l'argent de Marie. Je dois maintenant aller payer mon bon. Donc, je descends maintenant, là, à l'heure du déjeuner. Quand j'arrive, je constate que le box de Marie est fermé. Son étalage est vide. Bon, je me dis, elle a certainement eu un empêchement. C'est comme ça, je suis là et tout. Le lendemain encore, j'arrive. Le matin, je vais maintenant pour lui dire bonjour avant de monter et tout. Quand j'arrive, c'est comme j'ai laissé la veille. Le box est toujours fermé, l'étalage est vide. Je me dis, bon, ben, elle est peut-être en retard. Je monte. Tout ça là, j'ai toujours l'argent de Marie, que je n'ai pas bourré. Je ne mélange même pas ça avec mes autres billets. Je sais que je dois régler ma dette avec Marie. L'heure du déjeuner arrive. Quand je descends, c'est toujours la même chose. Marie n'est toujours pas là. Bon. Le troisième jour, le lendemain, qui était maintenant le troisième jour, quand j'arrive, c'était toujours pareil. Donc je monte et tout. Maintenant, à l'heure du déjeuner, quand je descends, j'arrive là et tout. Je vais un peu maintenant me renseigner un peu chez les autres commerçantes qui sont là. Donc j'arrive, je vais vers une maman là. Maman, s'il te plaît, bonjour. Je voudrais savoir si tu as les nouvelles de Marie. Eh, ma fille, je ne connais pas, oh. Je vais vers une autre qui était là et tout. Madame, s'il vous plaît, savez-vous comment je peux contacter Marie? Qui c'est? Marie. Marie, c'est qui? Mais Marie, votre voisine de table qui vend là. Voisine de qui? Ou bien, tous les gens qui sont là, c'est moi que tu as vu pour venir interroger, quoi? Oh, pardon, madame. Pardon de quoi? Regarde-moi. Quitte comme ça là devant ma marchandise. Et ose encore revenir. Tu vas voir. Comme c'est ici où tu as laissé Marie. Je sens que, ah, on est là. Le temps passe. Un jour, 2 jours, on était déjà au 10e jour. On voit seulement une bâchée qui entre. Jean qui fait marche arrière, qui entre dans l'enceinte même. Ça fait marche arrière jusqu'au box de Marie. Donc, il gare là, qui descend de la bâchée, c'est la sœur de Marie et l'époux de Marie. Donc, ils descendent, ils ouvrent le box de Marie, ils font sortir les choses de Marie qui étaient à l'intérieur, donc table, chaise, ustensiles de cuisine et tout. Maintenant, tous les curieux, on était là. Donc, les gens sont là, on regarde, on s'étonne un peu. Moi, comme c'était ma copine, donc je descends un peu, je vais bien jouer les curieuses, aller bien me poser les questions chez sa sœur et tout, genre que mais qu'est-ce qui se passe? Donc, Marie, la veille, quand elle était rentrée chez elle, après avoir vendu, elle était morte, elle avait eu une crise cardiaque. Donc elle était morte comme ça, mort subite. C'est comme ça maintenant, tout le monde ont été choqué. Donc maintenant, avant de démarrer leur voiture, la grande sœur de Marie s'était mise là.
Elle s'était mise devant toutes les commerçantes là. Et elle avait parlé, genre solennellement, que si la mort de ma sœur vient d'ici, le ou les coupables vont le payer cher et ça ne saura tarder. Sachez-le bien. C'est comme ça ils ont démarré leur bâcher là. Ils sont partis. On est maintenant là, le temps suit son cours. 2 mois et demi, 3 mois comme ça plus tard. On est là un midi. Donc, celle qui m'avait chassé là, elle était debout. Elle servait un de ses clients. C'est comme ça maintenant, un temps, elle s'écroule sur son étalage là, sur les marmites là. Elle bave, elle tremble. C'était comment la panique, tout le monde attrapé. On a arrêté un taxi là. On l'a mis dans le taxi maintenant, direction l'hôpital. Elle n'est même pas arrivée à l'hôpital, elle est morte en cours de route. Mort subite. Voilà maintenant, c'est comme ça qu'on avait su, donc comme avait parlé la sœur de Marie là, que si la mort de ma sœur vient d'ici. Donc c'était même ça. L'autre commerçante méchante avait fait les gris-gris à Marie, là elle l'avait fétiché pour la tuer. Donc voilà, c'était ça pour la petite histoire. Et maintenant, pour la moralité, qu'est-ce que je peux dire? Voilà. La moralité, c'est de vous dire, chers frères, chères sœurs, que la sorcellerie a plusieurs formes, plusieurs facettes. Ne pensez pas que c'est uniquement à cause des biens matériels que quelqu'un peut vous jalouser, quoi, ou peut vous en vouloir. Non. Pour le sorcier, le fait seulement que tu existes, ça l'énerve. Le fait seulement que tu respires, qu'il te voit debout, il n'est pas content. Comme une fille à qui on avait dit un jour que « Maman, le pivot que tu es en train d'emprunter là, faut faire gaffe. Là-bas, il y a les braqueurs. Ah, ils vont me braquer que j'ai quoi ?» Mais elle avait quand même été violée. Ce qui est pire même. Elle qui se disait qu'elle n'avait rien. Mon frère, ma sœur, ce que le sorcier voit en toi, toi-même tu ne peux pas comprendre. Et pourtant les deux commerçantes étaient au même niveau. Les deux se cherchaient, comme on dit. Marie ne roulait pas sur l'or, mais l'autre l'a quand même tuée. Donc, soyez vigilants, ouvrez toujours grand les yeux autour de vous et ne vous dites pas que vous n'avez rien. Merci encore de m'avoir écouté. Merci à DMJ TV pour tout ce que tu fais. Merci, à très bientôt pour une autre histoire. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire et merci pour le conseil. Le conseil de la fille qui se fait violer là, je pense qu'on a compris en fait le fond de cette phrase là. Quand tu penses que tu n'as rien, sache qu'il y a des gens qui voient ce que toi tu ne vois pas sur toi. Et ils vont venir prendre ça. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, partagez le direct. On est là pour sensibiliser. C'est la 3e histoire qui vient de passer. Si tu viens d'arriver, abonne-toi à la page. Tu n'es pas encore abonné. Partage le direct. Voilà. On passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG. Bonne année et je tiens à te remercier pour le concept que tu as adopté. Vraiment, ça édifie beaucoup de gens. Ça sauve même des vies. Et bonne continuation dans ce que tu fais. Bon, l'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire vraie. Vraie de chez vrai. Ça s'est passé dans les années 2008-2009 à Mokolo, au niveau de la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo. Les gens qui ont habité là-bas peuvent connaître cette histoire. Bon, c'est l'histoire d'une jeune fille très pratiquante, active à l'église. Le genre de fille que chaque fois qu'il y a les événements de l'église, elle est toujours à l'église. Elle part à la messe de 6 heures, toujours. Donc, elle est avec son copain. Apparemment, il n'était plus au pays. Donc, mais c'était son copain quand elle était au pays. Ils se sont perdus de vue. Et à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp et tout. Donc, son copain est revenu au pays. Il recontacte la fille. Ils se voient. La fille, donc ils se donnent rendez-vous. La fille vient avec sa copine. Elle vient avec sa copine. Ils se partent. Donc, quand elles arrivent, son copain droite pointe du doigt à la fille en question. C'est sa copine qui raconte. Donc, il pointe du doigt à la fille. Il était avec 2 messieurs. Il pointe du doigt à la fille. Donc, la fille, elles se sont dit que c'était les présentations et tout.
Donc la soirée s'est bien passée, elles ont mangé, elles ont bu. Maintenant, comme elles sont voisines, elle et sa copine, donc elles sont rentrées tard dans la nuit, chacun a pris sa route. Sa copine vient alors vers très tôt le matin, parce qu'elles sont vraiment voisines, elles viennent très tôt le matin, vers les 6-7 heures comme ça là. Elle dit que mince, toi qui es souvent que tu pars souvent à la messe de 6 heures là, je suis partie à la messe, je ne t'ai même pas vue. C'est comment? C'est toujours les bières là. Donc sa copine parle comme ça. La fille en question fait un geste d'une main du genre, tu vois quand tu es dans le sommeil, oui, donc du genre que oui, c'est ça. Et donc la copine a compris que c'était ça qu'elle voulait dire, que oui. Donc c'est les bières, qu'elle est toujours fatiguée. Après, comme la fille vivait en famille, sa copine revient vers 10 heures. Sa copine dit que j'ai dit, elle dort toujours. Elle dit à sa mère que c'est comment? Sa mère dit que oui, elle dort toujours. Sa mère dit que ce n'est même pas souvent dans ses habitudes. La fille, c'est souvent du genre, même si c'est qu'elle rentre à 1 heure, même si elle fait comment? À 6 heures, elle part toujours à sa messe. Ça veut dire que vous avez tellement bu. Hein. C'est quoi comme ça là? Elles ne comprennent pas. Après, la mère envoie la petite soeur de la fille en question d'aller réveiller la fille. Non, que c'est comment? Il faut même qu'elle prépare. C'est elle qui doit faire la cuisine. La petite soeur part réveiller la fille. Elle se rend compte que la fille est raide, froide. C'est là où la petite soeur crie. Elle crie, elle part là-bas. On trouve que la fille est déjà partie. On ne comprend pas. C'est là où la mère demande à la fille que ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant? C'est toi la dernière personne à être avec elle, qu'elle était bien. La fille dit que sa copine dit que ça s'est bien passé. Elles sont rentrées, elles ont bu, elles ont mangé. Ça s'est bien passé. Et la fille dit que vous étiez même avec qui? C'est la mère qui pose la question, que vous étiez même avec qui comme ça là, qui que je ne connais pas. Les trucs. C'est là qu'elle dit que non, on était avec son copain. Il nous a invités, on a bu et tout et tout. C'est là où la fille et la copine dit que mais il y a eu un truc qui s'est passé qu'elle n'a pas compris. Parce que quand elle est venue, le gars a pointé du doigt à la fille. Donc elles se sont dit que ce sont les présentations et tout. Elle dit qu'elle n'a pas apprécié le geste là. Bon, elle n'a pas voulu parler. C'est là où il commence à fouiller la chambre, à avoir les indices et tout. C'est là où il trouve une somme de 2 millions dans l'enveloppe. 2 millions. Donc apparemment, par derrière, le gars est resté donner les 2 millions à la fille. La fille ne savait pas que le gars la vendait comme ça là. La fille ne savait pas que le gars la vendait et tout. Donc, on s'est rendu compte que le gars avait... Donc, on a fait des rites, on a fait tout. On a fait des rites. Et la famille a utilisé l'argent pour le deuil. Donc, la leçon à retenir, c'est que quand tu es en couple avec ton gars, même si tu es ta go de galet, et tu es sa go de galet autant pour moi, et que subitement ton gars a l'argent, soit toujours, dans la vie, il faut être méfiant. C'est tout. Même quand quelque chose t'arrive, dans tout ce qui est devant toi, il faut être méfiant. Il ne faut pas se laisser emporter. Parce que quand on a vu que le gars avait vendu la fille dans les mauvaises choses. Il a vendu, il a liquidé la fille. Et c'est comme ça que on l'a enterré. C'est une histoire vraie. Les gens qui ont vécu du secteur de Mokolo, Sacré-Cœur de Mokolo, là, dans les années 2008-2009, connaissent cette histoire. Donc, c'est ça que je tenais à dire. Merci beaucoup pour l'histoire. On continue à la 5e histoire. Merci de liker tous ceux qui partagent. Merci tous ceux qui... Je vois beaucoup d'abonnés que je connais déjà sur YouTube et sur TikTok. Donc, merci pour la force que vous donnez. On continue avec la 5e histoire. Et... Coucou, bonsoir TMG. Bonsoir à tous les membres du groupe. Bon, j'ai une petite histoire qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui, franchement parlant. Donc, bon, c'était à Kribi. Pour ceux qui connaissent bien sûr au Cameroun, je restais là-bas. Je suis allée là-bas. J'étais chez mon petit ami en fait. Bon, on vivait ensemble. On va dire, on était ensemble quoi.
Bon, maintenant, entre-temps, j'avais une de mes cousines qui vivait pas très loin de chez moi. Donc, elle était à 100 francs de chez moi. Et elle avait un bar. Elle avait le bar. Et comme mon petit ami avait fait un accident, donc les choses étaient un peu compliquées pour nous et qu'on sort. Donc, c'était pas facile. Bon. Donc parfois, il n'acceptait pas, mais parfois quand il se déplaçait, peut-être pour aller se faire traiter, je partais chez ma soeur, je brisais le poisson dans son bar pour essayer un peu de subvenir aussi aux besoins avec tous les médicaments qu'il fallait acheter. Bon, c'est un peu ça. Bon, une période, c'était pendant la foire, comme il y a soir la foire à Kribila. Pendant la foire, donc, il y avait affluence chez ma soeur, donc les grands monsieur venaient boire constamment et tout ça. Un soir donc, il y avait une bande de monsieur qui arrivaient pratiquement tous les soirs vers 19h et ils pouvaient partir vers 22h comme ça. Et à chaque fois qu'ils venaient, ils pouvaient boire peut-être un 30 000. Ils donnent à ma soeur peut-être 10 000, que bon, c'est son pourboire. Ou bien il dit donne à ta petite soeur, donc les trucs comme ça. Donc il laissait tout l'argent, il n'y avait pas un jour. Donc quand il venait, on savait déjà que on va avoir peut-être 10 000, 15 000. Moi je brisais tout mon poisson. Un soir donc ils arrivent, ils proposent à ma soeur d'aller à la foire. Mon petit ami, je crois qu'il avait voyagé. Il dit qu'on doit aller à la foire. Je dis à ma soeur que il est à presque 22h, quitter d'ici pour aller à la foire, habillé comme ça. Et si je rentre maintenant à la maison chez moi, je vais plus ressortir. Elle me dit non, je vais te prêter un habit. Comme on avait prêté la même corpulence, je vais te prêter un habit, vite fait. Je m'habille et comme ça, je me maquille. Je remonte au Carrefour parce que le monsieur, lui, il nous attendait au Carrefour. On remonte au Carrefour. Ma soeur, elle était avec un autre monsieur de la bande. Donc eux, ils se sont avancés parce qu'ils avaient leur voiture. Le monsieur, j'entre dans la voiture avec le monsieur. Une très belle voiture. On quitte. On commence. Il me dit, il veut changer de voiture. Que la voiture qu'il connaît sortir avec, c'est pas une voiture pour les sorties, c'est sa voiture pour aller au travail. Donc il voulait changer de voiture. Si je peux aller l'accompagner chez lui. Je lui dis, il est 22h. Je peux t'accompagner chez toi, changer de voiture. Ça n'a pas de sens. Nous sommes déjà presque à la fois. Mieux, on y va. Après, si je veux, tu vas aller changer ta voiture. Ok, le monsieur insiste. Il me dit, oh, c'est pas loin, patata. D'accord. C'est comme ça qu'on prend dans la route. Pour ceux qui connaissent bien Kribi, Anjou. Il y a un niveau Anjou là. On prend une petite piste. On roule, massa. On a roulé peut-être un truc comme 30 minutes. Les maisons étaient déjà finies, c'était la brousse. Après un moment, comment on appelle ça, le climat est devenu bizarre. Donc, c'était déjà, je sais pas, quand tu sens qu'il y a un problème, même ton corps réagit. Les poils étaient tendus sur mon corps. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe même? Ah, je joue le faux courage parce que même quand tu sais que tu es à mort, donc, on ne sait pas, joue quand même ton faux courage. C'est comme ça que je joue mon faux courage. On arrive devant un grand portail. Il y avait un gardien. Le gardien pouvait avoir peut-être la vingtaine. On arrive, je savais le gardien bien. Quand on entre, on trouve. Moi, je viens d'avoir une famille pauvre, donc j'étais d'avoir traumatisé. J'ai vu des voitures, donc peut-être 15 voitures garées au parking. Une maison, je ne crois même pas tout ça en hectare que je vais dire. Piscine, avec plage et donc la maison est en compartiment. Je lui demande donc, il me dit choisis la voiture avec laquelle on va ressortir. Bon, comme moi j'aime le bleu, j'ai choisi une voiture bleue. Il dit ok, j'entre en attendant que il veut changer les chaussures et qu'on sort. Je m'assois. Je lui demande donc que tu vis avec qui? Il me dit que il vit avec le gardien et son fils. Je lui demande que le fils du gardien ou ton fils, il dit que son propre fils à lui. Je lui dis que ok, l'enfant a quel âge? Il me dit que l'enfant a 7 ans. Je lui dis donc que l'enfant a 7 ans et il est dans la maison aussi seul.
apparaît, parce que c'était à 22h passé, apparaît, ou bien c'est le gardien qui joue aussi le rôle du père, ou bien je sais pas trop. Il me dit qu'il y a la ménagère, mais que la ménagère travaille, elle rentre, en tout cas elle couche l'enfant vers 20h, après elle peut partir. Excusez-moi, je suis un peu grippée. D'accord. Je lui demande que la mère de l'enfant, elle est où? Il me dit que elle était partie au Canada. Il dit que d'accord. Après, il me dit, ah, en tout cas, tu es mon ami, pourquoi je vais te mentir? Elle était morte. Ma femme est décédée. Je lui demande qu'elle est décédée. Elle était malade. Il me dit que laisse tomber. Il est dans la chambre. Après, il ressort. Quand il ressort, je lui dis, mais l'heure ne fait que passer. Ma soeur nous attend. Et ce qui était étonnant, c'est que quand je partais, ma soeur me mettait une pression qui n'avait pas de sens. Mais étant là-bas, même le beat me, elle m'a pas appelé. Donc c'est comme si j'étais seulement injoignable, coupée du monde, je sais pas. Donc il ressort, il me dit que la ménagère, que j'entre dans la cuisine, je vois si la ménagère a fait quelque chose. Maman, il faut courage, j'entre dans la cuisine. J'ouvre le frigo, oui, tout est bien. La ménagère a préparé les ignames avec le bouillon, tout un bouillon de poisson et consomme. Dès que je prends, il me dit non, il faut chauffer au micro-ondes, il faut que tu chauffes, on mange avant de partir. Il dit que non, moi tout ce que je veux où je suis placé là, c'est ressortir d'ici parce que je ne connaissais même pas là-bas où j'étais, je ne maîtrise pas bien la ville. D'accord, je quitte à manger, on mange. Je lui dis que mais tu ne regardes même pas ton enfant même pour demander si pour que tu dises à l'enfant que tu es rentré ou comme ça. Il dit que non, que l'enfant dort. Quand l'enfant dort, ne réveille pas l'enfant. D'accord, je reste tranquille. Il me dit donc que si je peux patienter 2 minutes, il se verse de l'eau. Il dit que à la base c'était venu changer la voiture. Maintenant c'est réchauffer la nourriture, se laver, consomme. Ok. Le monsieur entre, il reste là-bas. En fait, je suivais l'eau couler. Mais moi j'étais à la télé, au salon et je visionnais même. Je visionnais à un moment donné, il sort. Nu comme un verre. Comme le bébé naît. C'est comme ça que le monsieur est sorti, nu comme un verre. Quand il sort, il se place devant moi. Il y a les gros sacs de 1000 francs, on met sur les habits là. Qu'on appelle le galant Mosgo là. Les gros sacs qu'on met les habits. Pour 1000 francs, pas pour 500. Quand il arrive, il sort avec le sac. C'est l'argent comme ça. Depuis que je suis... C'est même pas si je vais voir encore le salaire dans ma vie. Donc comme peut-être bientôt je vais travailler, mais je suis pas sûre. Le monsieur sort avec l'argent plein dans le sac. Il dépose. Il me dit que si tu couches avec moi, c'est ton argent, tu portes, tu pars. Et comme moi, il n'a même pas le programme là. Ma soeur m'attend et comme j'ai commencé un peu à faire ça, je veux pleurer comme ça. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le monsieur me dit que non, que l'argent si c'est pour toi. J'ai pris ça comme ça pour toi. Si tu couches avec moi, où nous sommes placés là, tu portes ton sac, tu pars avec. Je reste comme ça, je réfléchis que je ne peux vraiment pas. Où je suis là, je ne peux pas. Il me dit que d'accord, comme je ne peux pas, c'est bon. Il prend son sac d'argent, il rentre avec, il remet dans sa chambre. Il ressort, il rhabille. Il prend 1000 francs. Il y avait 1000 francs, un vieux billet. Où le billet était dans l'eau, c'était même mouillé. Un vieux billet. Le monsieur prend le 1000 francs, il me lance. Il me dit qu'il me raccompagne au portail. Dès qu'on arrive au portail, il dit au gardien que ne la raccompagne surtout pas. Si elle sort d'ici, vivante, c'est que cet enfant, Dieu l'aime beaucoup. Le gardien secoue seulement la tête. Je vous assure que quand j'ai arrêté mes babouches, parce que j'avais les babouches, quand j'ai enlevé mes babouches, parce que moi je suis bassa et dans mon village, on nous a appris que même quand tu es en danger, cours sans regarder le derrière. Donc on nous a appris que même si quelque chose est mystique, dès que tu regardes le derrière, c'est gâté. Donc quand j'ai enlevé mes babouches, je n'ai pas fait 5 minutes, j'étais au goudron. Dans la distance qu'on a fait quand on allait, en 2 minutes j'étais au goudron. Je ne sais pas quel miracle, ou c'est la maison là qui était à côté, ou c'était comment. Quand j'arrive en haut, il y avait un bassinet, parce que c'était après de minuit passé. Dès qu'il y avait un papa, c'était même pas. Ma fille, c'est quoi? Je dis au père là que non, amène-moi seulement. Même les 1000 francs là que j'avais amené, je dis au père là que 1000 francs. Laisse-moi
à Fanmabe. C'est tout ce que je peux te dire. C'est comme ça que le papa me porte. En route, je commence à compter l'histoire. Il me dit que maman, ici à Kribi, peut-être tu as une nouvelle, mais ici c'est ce que les gars font. Parce que si tu prends l'argent comme ça, tu crois que tu as pour l'argent. Le matin, tu te trouves peut-être sur une tombe avec l'argent, tu ne parles pas, tu n'entends pas, et conso. Mars. Et que c'est arrivé chez moi, je tremblais. Quand j'arrive à la maison, je crois que même mon gars est rentré. Tu sors d'où à minuit, même parler, j'étais tétanisée parce que je pensais que peut-être le monsieur allait me suivre ou bien je ne sais pas. J'ai fait 2 jours dans la maison sans sortir. Quand ma soeur vient le lendemain pour me demander ce qui s'est passé, je l'explique, elle me dit que je suis trop bête. Si c'était elle prenait l'argent. Je lui dis que maman, quand il va revenir prochainement, toi pas avec lui. Si tu te donnes l'argent, tu en manges. Et depuis le jour, le monsieur n'est plus jamais revenu dans ce bar. Je n'ai plus jamais revu le monsieur à Kribi, rien de ce rien. Voilà l'histoire. Je pose la question aux filles. Si c'est toi, tu fais quoi? Tu vas faire ou tu ne fais pas? Tu vas prendre l'argent ou tu ne prends pas? Et voilà. Les garçons, on va seulement lire les commentaires. C'est pour dire que le dehors aussi est dangereux. Imagine, qu'est-ce qui serait arrivé si elle avait fait ce que le monsieur voulait? On passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG TV. Et vraiment, je suis très content de suivre des histoires mystiques. Ça fait plusieurs mois que je suis cette chaîne. Et je profite aujourd'hui pour vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Je vis aux États-Unis, principalement dans la ville de Washington. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est que je suis chauffeur de Uber. Et Uber, c'est comme le taxi. Un jour, je travaillais à 2h30. J'ai vu sur l'application, il y a quelqu'un qui a réservé. Et je suis allé là-bas pour porter. Arrivé, j'ai constaté que c'était une dame. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que cette dame, elle venait en face de moi. Lentement. Ça veut dire que j'ai ressenti quelque chose. J'ai l'habitude de porter, mais j'ai ressenti quelque chose qui n'allait pas. Là, subitement, elle est entrée derrière la voiture. Pendant ce temps, elle était en train de rouler. Mais j'arrive quelque part, je regarde sur le rétroviseur, je ne la vois pas. Mais quand je tourne la tête, je la vois. Ah, jusque là, je suis parti. Arrivé à destination, quand je m'arrête, et la destination était, vous savez, généralement ici, chez les Blancs, il y a des cimetières, c'est bien arrangé. Le cimetière était de l'autre côté et les maisons étaient de l'autre côté. Alors, là où il y a eu destination, je l'ai déposé là-bas. Mais, subitement, juste quand je m'arrête, je lance un coup d'œil, je ne la vois pas. Derrière. J'allume. Quand j'allume, je ne la vois pas. J'ai eu peur. Je suis sorti de la voiture à 2h. J'ai demandé, mais, why are you? J'ai crié comme ça. J'ai crié ça très fort. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Est-ce que même chez les Blancs, il y a des choses comme ça? Quand maintenant j'ai encore crié, why are you? Je tourne de l'autre côté. Je la vois derrière la voiture. Et c'est là où elle prend le temps pour sortir. Elle a pris au moins 5 minutes pour sortir de la voiture. J'ai senti comment mes cheveux étaient dressés. Elle sort, je n'arrive pas à regarder. Ça veut dire, je regarde sa tête, je ne la vois pas. Ou c'est une femme, ou c'est un homme. Mais j'essaie d'état en jupe. Elle a la face. Ça veut dire, je n'arrive pas à remarquer. Et c'est là où j'entre dans la voiture. Quand j'entre dans la voiture, j'éteins mon application et je démarre.
Quand je démarre, je pars. Quand je vais tourner, je revois la même femme devant moi. Je dis, ah, mais ce n'est pas la femme que j'ai laissée là-bas. J'ai dit que, ah, si elle se place en route, moi, elle va cogner et partir. Et c'est là où alors je suis passé en flèche. Il y avait les policiers qui étaient garés là-bas. Je suis allé serrer devant la police parce que généralement ici, tout c'est la police, quoi. C'est là où j'ai commencé à causer avec la police. C'est là où je les expliquais, quoi. Pas en anglais, je les expliquais. On a fait là peut-être 10 minutes. C'est là où alors, comme dans ma voiture, j'ai mes jujubes. Et c'est là où j'ai mangé. Je suis à ma face. Et c'est là où je suis parti. Vraiment, je n'oublie jamais ça. Moi, je me disais que les choses mystiques, généralement, c'est en Afrique. Moi, je ne savais même pas qu'ici, on pouvait trouver ça en plein Washington. Donc, imagine un peu. Donc, les affaires mystiques, c'est presque partout. Les affaires mystiques, c'est partout. Il a crié, Wayayou. Wayayou. Vraiment. Sinon, ça fait peur son histoire là. Imagine, tu fais le taxi. Hein? Après, tu portes quelqu'un comme ça, tu regardes dans le rétro là, tu ne vois pas la personne. Tu fais comment? Personne ne vous laisse. C'est-à-dire que je vous laisse la voiture là, il part partir. Hey, comme je descends là, je pars. C'est la course. Une seule bord de petit devant moi quand je vais courir là. Mais, je vous dis, voilà. On continue cette histoire. Je suis très persévérante et j'espère que ça va passer. Je t'envoie une histoire que j'ai vécue et cette histoire s'adresse à toutes les personnes qui sont à l'étranger là. Vous qui êtes à l'étranger, qui aimez faire construire vos maisons, mettre des gens à l'intérieur pour garder les maisons, cette histoire elle est pour vous. C'est une histoire réelle que j'ai vécue moi-même dans ma famille. Voilà, donc si vous avez déjà écouté mes histoires, en toute façon, ce que j'ai déjà raconté, je suis quelqu'un avec une certaine sensibilité. Donc la tête ouverte, comme on dit au Gabon. Alors, c'est l'histoire d'un de mes oncles qui vivait à l'étranger et qui avait décidé, en tout cas, de construire sa maison au Gabon. Voilà. Donc, du coup, au bout d'un temps, en tout cas à un moment donné de sa vie, il a décidé de rentrer au bled pour habiter sa maison. Et puis nous, on était là. En fait, c'était mon oncle. Voilà, et nous, on était partis un tout petit peu habiter avec lui. Alors, ce qui était étrange dans cette maison, c'est que avant qu'il ne rentre, au départ, cette maison a été habitée par un pote à lui, un ami à lui, en tout cas quelqu'un qui est considéré comme étant son frère depuis des années. Cette personne habitait cette maison. Il le connaissait bien évidemment, mais il ne savait pas, malgré le temps, ce que cette personne était devenue. Alors donc, cette personne habitait la maison pendant un temps jusqu'à ce que mes autres oncles reprennent la maison pour habiter pendant un temps, en tout cas pour garder la maison jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il rentre définitivement. On avait l'habitude de trouver, en tout cas de remarquer des choses un peu étranges dans cette maison. Si vous êtes dans la maison, vous allez voir qu'une porte va se fermer, vous avez l'impression que quelqu'un vous suit, vous avez l'impression que tu déposes une chose ici, elle a été déplacée, tu comprends pas. C'était toujours étrange. En tout cas moi, quand je restais seule dans cette maison, j'avais toujours l'impression qu'on me poursuivait. Tu es au salon, tu peux pas rester seule. Tout le monde avait cette impression. On était toujours sur le qui-vive. C'est-à-dire, tu es ici, tu es là. Il y avait toujours comme si on n'était pas seul dans cette maison. Bon, moi bien plus que les autres, parce que j'avais une certaine faculté qui faisait que j'étais sensible à beaucoup de choses. Alors, cette année-là, quand il est rentré, c'était bien particulier. J'étais une petite fille de 13 ans qui priait beaucoup. J'avais découvert depuis déjà l'âge de 6 ans mes capacités, etc. J'avais déjà vécu beaucoup de phénomènes, donc du coup, je savais un tout petit peu dans quoi j'étais. Et je savais qu'il fallait que je prie beaucoup, etc. Et que voilà, en tout cas, que je m'adonne à quelque chose de bien sérieux. Alors, donc du coup, à un moment donné, les phénomènes paranormaux qu'on vivait dans la maison étaient un peu trop. Mais c'était de trop. Tu es dans la maison, tu entends quelqu'un marcher, tu entends quelqu'un parler, tu sors, il n'y a personne. Tu vas à la cuisine, tu entends des bruits comme si quelqu'un est en train de cuisiner, tu vas à la cuisine, il n'y a personne.
Tu laisses ta porte ouverte tranquillement et puis tout d'un coup ça se referme. Ça se referme pas en claquant, mais ça se referme correctement, quoi. C'est-à-dire que les fantômes là, ils étaient corrects, hein. C'était des gens, ils étaient corrects. C'est-à-dire ferme la porte et tout. Il y avait une pièce dans la maison où on rangeait des affaires. C'était une maison de plusieurs chambres. Une affaire de 5 chambres. Et il y avait une chambre qu'on n'utilisait pas et on rangeait des affaires à l'intérieur. Et puis un jour, moi et mes frères et mes sœurs, on avait décidé de jouer à cache-cache. Ah, pardon. Je raconte ça, je vous assure, j'ai encore peur de cette histoire-là. Parce que c'est une chose, mais vraiment, c'est cette chose-là qui nous a fait... je pense qu'au bout d'un temps, après, mon oncle a décidé d'appeler des gens, des pasteurs, etc. pour voir la maison parce que notre maison était clairement hantée. Donc, pendant qu'on essaie de se cacher, moi je vais dans la chambre, là où il y a des affaires, et personne n'allait là-bas. Mais je vous assure que, oh mon Dieu, j'ai ouvert la porte de cette chambre et je suis rentrée. Mes frères me cherchaient de partout. J'avais complètement oublié que j'étais assez spéciale. Mais bon, quelque part on a un certain âge et on se dit, bon, c'est pas toujours le cas, etc. Voilà, on a quand même cette âme d'enfant, on veut jouer, on veut s'amuser. Il y a des choses qu'on ne mesure pas. Je suis rentrée dans cette pièce-là. Et j'attendais, je voyais mes frères courir en train de me chercher. Tout d'un coup dans la pièce. Pourtant, j'avais laissé la porte entrouverte. Je n'étais pas restée dans le noir pour ne plus rien voir. C'était vraiment légèrement entrouvert, donc je pouvais voir la lumière du couloir. Tout d'un coup, la pièce est devenue plus sombre au fur et à mesure. Plus sombre, plus sombre. Et j'ai commencé à comme être envahie de ténèbres ou de quelque chose. Et là, j'ai entendu une voix me dire à l'oreille, mais vraiment me chuchoter à l'oreille, tu es revenu. Ah, DMG, je vous assure les amis, j'ai couru. Je pense que de toute ma vie, courir comme ça là, j'avais pas encore couru comme ça. J'ai couru tellement que on dirait que le couloir là c'était la piste de course de je ne sais pas. J'ai couru. Toutes les personnes qui étaient devant moi, je les ai éclaboussées, bousculé tout le monde. Je suis sortie de la maison. Et je suis restée. J'ai senti vraiment à ce moment, et je suis restée à penser à l'expérience qui était passée en fait. J'ai senti quelqu'un qui s'est rapproché de moi. J'ai senti comme des personnes qui savaient que dans la maison il y avait quelqu'un qui pouvait les sentir réellement. Et comme j'étais partie à un temps, parce que, comme je vous disais, la première personne que mon oncle avait mis dans la maison, à un moment donné, elle est partie, puisqu'après ça s'est brouillé un peu avec mon oncle, et puis voilà, il a dû mettre d'autres personnes. C'est cette personne-là qui s'était chargée des travaux, de construction de la maison, etc. Mais je vous assure que c'était une expérience qui m'a fait frissonner tout le corps, mais j'ai senti comme si... Mais que, je sais pas. C'était comme si ces personnes-là me connaissaient, savaient que je pouvais les voir. Et donc tout ce que je vivais au quotidien dans cette maison n'était pas faux, en fait. Tout ce que je pouvais sentir, les fois où j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me poursuivait, et quand je restais au milieu du salon, je courais rapidement si quelqu'un me laissait. J'avais toujours peur, comme si quelqu'un essayait de rentrer en contact avec moi tout le temps. Et je suis sortie de la maison, j'ai attendu mon oncle et j'ai commencé à lui en parler. Et pour les autres qui avaient déjà aussi vécu quelque chose, on lui en parlait. Lui-même, il sentait que l'atmosphère était tellement lourde dans la maison, c'est là, à un moment donné. On a appelé des pasteurs et pasteurs qui sont venus, ils ont parlé, et puis bon, on n'était pas convaincus. Et finalement, il a appelé des féticheurs qui sont arrivés. Quand les féticheurs sont arrivés, je vous assure, une maison qu'il avait fait construire par quelqu'un qu'il imaginait de confiance, cette personne-là avait mis des esprits, des entités dans la maison. Le féticheur a commencé à déterrer des choses qui s'étaient implantées dans la maison
des trucs mais vraiment bizarres avec plein d'aiguilles, etc. Emballés, mais vraiment étranges. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Des protections bizarres. Dans le coin de la maison, ici et là, cachées dans certaines choses. Plein de trucs tout au long de la maison, déterrer des choses dans le terrain que ce gars-là avait fait. Et quand il était parti, il n'avait pas pris le temps de partir. Il avait des pots de panthère dans la maison ici, etc. Toutes ces choses ont été enlevées. Ils ont fait leur truc, après ils ont fait leur cérémonie, partout dans la maison, où lever les torches indigènes, partout mettre pour faire fuir tous ces esprits qui étaient là et qui étaient censés protéger la maison. C'est à un moment jusqu'à ce que, en fait, le féticheur, il nous avait carrément dit que voilà ce qu'il a fait. Il a mis des esprits de panthère, il a mis tel esprit. En tout cas, il nous a dit beaucoup de choses. On était choqués. Mais vraiment, il était choqué que son ami qu'il connaissait depuis très longtemps, à qui avait osé faire ça alors que c'était même pas sa maison. Et qu'à la longue, vraiment, si on était resté avec ça, ça serait mal passé pour nous, en tout cas dans cette maison. Et que c'était aussi un moyen pour lui de garder le contact, de toujours observer son ami de là où ils étaient, malgré le fait que l'amitié s'était un peu cassée. Excusez-moi. Donc du coup, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et le féticheur, à un moment donné, quand je suis arrivée, pendant qu'ils étaient en train de parler, parce que nous on les écoutait cachés, allez, vous voyez les enfants, on n'a pas toujours le droit d'assister à ce genre de choses, donc on les écoutait cachés quelque part. Et puis à un moment, je suis sortie, il m'a observé, il m'a dit viens. Il a dit ouais, cette petite, elle a vraiment la tête ouverte. Et il leur a raconté combien de fois ces esprits-là voulaient me faire des choses, etc. Plein de trucs. Et que voilà, qui devait m'écouter, plein de trucs comme ça, etc. Donc c'est pour dire à tous nos frères de la diaspora, toutes les personnes qui sont à l'étranger, faites attention. Parfois, on a envie de construire, on ne veut pas confier à la famille, ou parfois on veut même confier à la famille. Vous ne savez pas à qui vous confiez vos maisons. Il faut vraiment faire très attention à ça. Et la nécessité toujours de prier quand vous arrivez dans une maison, même si c'est la maison que vous avez construite vous-même. Vous ne savez pas qui reste à l'intérieur. Donc, merci beaucoup et au revoir. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire, et le conseil est profond. Et même quand tu as construit ta maison toi-même, avant d'entrer dans la maison là, tu pries d'abord. Même quand tu viens d'entrer dans une maison, on vient de construire la maison là, tu veux louer, tu entres dedans, tu pries d'abord, parce que tu ne sais pas quel esprit a habité là. Hein? C'est le conseil de l'histoire. On passe à la 8e histoire. Bonsoir la famille DMJ TV. Je suis une fan de cette émission. J'appelle depuis le Gabon. Je viens raconter une petite histoire pour sensibiliser nos sœurs. Cette histoire s'est passée au Gabon, plus précisément dans la province de Haut-Togo. C'est l'histoire de 3 copines qui faisaient la vie des Blancs ensemble, qui se baladaient ensemble, qui allaient en boîte les week-ends ensemble, qui partageaient tout ensemble. Donc, parmi les 3, 2 avaient déjà les blancs, donc une seule n'avait pas encore eu son blanc. Et c'est comme ça qu'elle va dire à l'autre que jusque-là, je ne trouve pas mon blanc. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je vais voir un marabout pour qu'il va m'aider. Donc, ils vont partir chez un marabout. Et le marabout va essayer de consulter, va faire ce qu'il a à faire. Et le marabout va lui dire que je m'amène les cheveux du blanc, d'un blanc, quelques mèches des cheveux. Donc, en sortant de là, elle va dire à la copine que comme toi tu as déjà un blanc avec toi, est-ce que tu peux me prendre quelques mèches sur sa tête? Comme ça, je vais aller donner au marabout, parce que le marabout a dit peu importe le blanc que tu vas croiser, il suffit seulement que tu me récupères un peu de ses cheveux, quelques mèches. À travers les mèches là, je vais faire le travail avec, et ce n'est que rien que les blancs qui vont te draguer. Donc la copine va dire que ok, quand mon mari va dormir, je vais prendre quelques mèches sur sa tête et elle va aller couper les poils de leur chien.
Vous voyez les gros chiens là qui ont les poils jaunes là. Elle va couper quelques poils. Elle va mettre dans le papier. Elle va les donner à l'autre. Elle va dire à l'autre que voilà ce que tu m'as demandé. Puisque le marabout avait dit quelques mèches. Donc que ça soit 2 ou 3, on n'a pas besoin d'une bonne quantité. Le plus important c'est que ça soit les cheveux d'un blanc. Et elle va aller chez le marabout, elle va remettre ce que la copine a donné. Et le marabout va faire son travail. En sortant maintenant de là, quand elle sort de chez le marabout, c'est les chiens qui vont l'accueillir. Un tas de chiens qui vont l'accueillir. Les chiens qui vont l'accueillir jusqu'à la maison. Elle se pose les questions, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les chiens sont derrière moi? Elle chasse les chiens avec des bois. Les chiens sont toujours là avec elle. Partout où elle passe. Lorsqu'elle rentre dans la maison, les chiens l'attendent devant la porte. Les chiens là l'attendent devant la porte comme des waches. Quand elle sort, les chiens sont là. Et c'est comme ça qu'après elle a commencé à faire les crises de folie. Donc elle s'est baladée déjà avec les chiens. Elle s'est baladée déjà avec les chiens, un tas de chiens, parfois 10 chiens, 15 chiens. Là où elle est assise, posée, les chiens sont là, groupés, en train de lui surveiller. Jusqu'à ce qu'elle ait décédé. Là, c'était que comme ça, les parents n'ont pas pu faire quelque chose. Parce que ce que le marabout avait fait, c'était tellement fort. Parce qu'elle avait tissé un lien avec les chiens. Parce que le marabout, quand les parents sont repartis, le marabout a dit, moi, elle est venue me voir. Elle est venue me voir. J'ai demandé de m'apporter les poils d'un blanc. Elle m'a apporté les poils du chien. Donc moi, j'ai juste fait mon travail. Et elle assume les conséquences. Jusqu'à ce qu'elle décède. Même à son enterrement, les chiens étaient là. Donc c'est pour sensibiliser nos sœurs. Nos sœurs qui cherchent les blancs là. L'histoire de chercher les maris blancs. Mari noir ou mari blanc. Mari c'est mari. Le bonheur ne trouve pas seulement chez les blancs. Beaucoup là vivent avec les noirs qui sont heureuses dans leur foyer. Donc les filles, faites vraiment attention avec votre histoire de maraboutage. Vos histoires que vous allez voir les marabouts pour les blancs. Allez féticher pour les blancs là, c'est tellement trop compliqué. Avec vos amis que vous faites confiance là. Oh, ma meilleure copine, il n'y a pas de meilleure copine. C'est la même copine là qui est avec toi là. Qui est peut-être jalouse de toi. Donc c'était ma petite histoire, merci. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour tous ceux qui participent, qui racontent les histoires, ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui sont toujours connectés. C'est la force que vous donnez au mouvement. Et puis voilà. On va jouer la 9e histoire. J'ai une deuxième histoire, toujours à Kribi. Vraiment, Kribi, c'est une ville qui ne m'a pas du tout souri apparemment. Parce que depuis que les choses ont commencé à se répéter, moi, je suis rentrée vivre à Douala, en famille. Et ma deuxième histoire, c'est à Kribi, à la plage. Pour ceux qui connaissent bien la plage de Kribi, Angoye. La plage qui est au lycée là. C'était ma première fois d'arriver à Kribi par invitation de ma cousine. Première fois. Quand j'arrive à Kribi, peut-être 2 jours après, c'était un dimanche, elle me dit allons faire sport. On part courir à la plage. Et le temps là, elle habitait à Ndombe. On quitte à Ndombe en trottinant. On arrive vers la plage de Ngoye. Nous étions 3. Donc 2 de mes cousines et moi, ça fait 3. On arrive à la plage. Dès qu'on arrive à la plage, un gars drague ma cousine. Le gars était beau, brun, propre. Il commence à côtoyer ma copine. Il cause. Bon, elle s'éloigne même de nous. Comme il y avait les pirogues vides, elle passe s'asseoir sur une pirogue. Elle cause avec le monsieur et consort. Après, moi je suis restée avec mon autre cousine. Nous sommes assises là, dans le sable, en attendant qu'elle finisse de causer et qu'on rentre. Voilà un monsieur qui arrive. Le monsieur faisait genre, il est débile, genre, ça ne gêne pas.
Il arrive avec le mets de pistache. Il me dit que c'est toi ma femme. Ma cousine et moi on se regarde. Il me dit que toi, il m'a dit ça toi. C'est toi ma femme, c'est toi que j'ai choisi. Je t'ai gardé le mets de pistache. Je lui ai dit que moi, je ne mange pas d'abord le pistache. En plus encore maintenant, un pistache d'un inconnu que je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne mange pas le pistache. Le monsieur se fâche. Il me dit que vous les enfants d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vous parle. Vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un te donne d'abord quelque chose, prends d'abord avant de dire que oh, tu ne manges pas ceci, il part. Il part, il fait peut-être 10 minutes, il revient avec un plastique d'orange. Il me dit que oh, chérie, tu m'as dit que tu ne manges pas le pistache, non, je suis allée t'acheter des oranges. Il me demande que tu as même quel problème avec moi aujourd'hui. Est-ce que je t'ai dit que moi j'avais faim ou bien que j'ai un problème de nourriture et je suis placé là? Il me dit que non, c'est parce que c'est toi que j'ai choisi, c'est toi ma femme, c'est toi ma femme. Il commence à parler, je dis donc que même les oranges, moi je ne suis pas les oranges, si c'était au moins sur les bananes. Tout en sachant que même si il y a les bananes, moi je vais refuser. C'est comme ça que le monsieur s'éclipse, il part, il s'assoit peut-être à 10 cm de ma cousine et moi, il s'assoit, il commence à bavader. Il était fâché, donc c'est comme si c'était obligatoire que je prenne ces choses. C'est là que ma cousine me dit que j'ai été très dure avec le monsieur, que je dois aller m'excuser. Je lui ai dit que mais j'ai le droit de refuser quelque chose. Elle me dit que non, que j'aille m'excuser. Comme ça que je pars, je m'assois, je commence à causer avec le monsieur. Il me dit que lui, c'est un batanga. Que quand il me voit, je suis une fille qui a une étoile, il peut me rendre riche. Tout ce que je veux, lui demande parce qu'il a choisi que non, c'est moi sa femme. Tout ce que moi il veut, je dois lui demander. Oh, tu restes moi. Les choses me dépassent une soirée acribie. Après ça, il sort un bout de papier, il écrit un tas de choses. Il me dit que prends le papier-ci. Prends ce papier, pas acribie dans n'importe quelle entreprise. Quand tu vas donner le papier-ci, tu arrives, tu ne parles pas. Tu entres seulement, tu donnes le papier. Dès que la personne va ouvrir le papier là pour lire, on va t'embaucher. Ma cousine me regarde, je regarde ma cousine. Le monsieur parle, il parle. Après un moment, l'autre gars qui était en train de draguer ma cousine, celui qui s'était clipsé avec elle, m'appelle. Bon, il m'appelle d'abord par mon prénom. Je fais comme si j'ai pas suivi parce que je me dis peut-être que c'est ma cousine qui a demandé de m'appeler ou quoi. Après, il se fâche. Un gars qu'on ne connaît même pas d'où il sort, il se fâche. Il m'appelle par mon nom de famille. Il me dit je t'appelle. Ma soeur était là-bas même étonnée. Ma soeur lui demande que tu connais ma petite soeur où. Il dit que je ne la connais pas, mais je lui demande de venir. Je veux même insister. Lorsque monsieur me tue, lui aussi me donne l'ordre de monter. Lorsque bavarde que non, viens. Lorsque je dis que non, passe comme ça, je te donne l'ordre de monter. Si il gronde. Je dis que le gars là me gronde. On dirait qu'il me connaissait quelque part. Il bavarde. Ma soeur était étonnée que tu as même quoi ma petite soeur. Tu connais ma petite soeur où? Le monsieur non. Le gars était déterminé. Que passe comme ça, c'est moi qui te parle. Tu connais qui s'est acribé jusqu'à les gens. Je dis que non. Comme si le gars était seulement possédé par peut-être mon père ou je ne sais trop quoi. Le gars a bavardé. Quand je monte, il commence à me sermonner. Parce que à Pérou, j'avais des problèmes à la maison avec maman et je me suis déplacée. Donc, je suis allée comme ça chez ma cousine pour me cacher. Comme ça, on me cherchait partout. Donc, on m'a dit que j'avais fugué. Il commence à bavarder. Oh, tu as abandonné l'école. Tu fais terminale. Tu fais quoi ici? Mais ce gars a raconté ma vie. Ma cousine était dépassée. Elle ne faisait que demander que tu connais ma petite soeur où? Le monsieur a raconté de ces histoires même que c'était moi quand j'avais 25 ans, je ne connaissais même pas. Il a bavardé. Après il a donné sa carte à ma cousine que non, appelez-moi à 19h, j'ai beaucoup à vous dire, je ne veux pas vous frustrer. Jusqu'aujourd'hui, le numéro là ne passe pas. Le numéro là, on a appelé le numéro le soir, appelé le lendemain, tout le temps. Le numéro ne passait pas. Jusqu'aujourd'hui, le numéro ne passe pas. Un de ces jours, parce qu'on avait aussi un voisin, peut-être 2 semaines après, le voisin me dit que on part, tu m'accompagnes à la plage. Je quitte vers les 17h, on part pour la plage. On était sur la moto. Devant un kiosque, je vois le même gars debout, avec les mêmes vêtements, parce que le jour il avait un ensemble maillot jaune. Je vois le même gars debout. Le temps que la moto me dépose, je remonte en courant
vers le kiosque, genre pour dire que c'est comment depuis qu'on t'appelle. Quand j'arrive, je trouve personne. Je demande au colporteur que le monsieur qui était placé ici devant le kiosque tout à l'heure est parti. Le gars me dit qu'il n'y avait personne devant son kiosque. Que où il est placé. Je dis qu'il y avait monsieur ici il y a 5 minutes. Même 5 minutes, c'est même pas 5 minutes. Là, présentement, il me dit qu'il n'y avait personne devant le kiosque. Je suis seulement restée. Je suis rentrée, j'ai raconté à ma soeur. Elle m'a seulement dit que où c'était l'ange, où c'était le démon. C'est depuis ce jour que moi, je ne suis plus jamais allée à la plage. Je peux venir à Kribi 10 fois. Je ne pars pas à la plage parce que Kribi, vraiment, pour vous, mes frères et sœurs, quand vous allez à Kribi, là, il faut faire attention. Kribi, c'est une ville qui amène doucement. Franchement, bonne soirée à vous. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Que Kribi, c'est une ville qui amène. C'est pas seulement Kribi. Il y a les zones côtières là. Il faut vraiment faire attention. Déjà que on nous a toujours dit, même depuis petit, que on ne ramasse pas les objets à la plage. On ne fait pas ci à la plage. Dans les zones côtières, c'est vraiment des trucs à. C'est pas ne pas partir, mais quand vous partez, il y a des protocoles à suivre. C'est comme ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir DMG. Je viens raconter spécialement une histoire qui m'est arrivée. Je crois que ça va bientôt faire pratiquement déjà 2 ans. 2 ans que ça m'est arrivé. Si j'avais raconté cette histoire, c'est juste pour demander aux jeunes filles de faire vraiment attention. Parce que moi-même, je suis jeune fille. Je n'ai rien que 21 ans. Je suis encore très jeune. Donc, si je viens raconter cette histoire, c'est pour éviter à certaines jeunes filles qui, comme moi, sera confrontée à ce genre de situation, il va tomber dans le panneau. Bon, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que pendant les vacances, j'étais allée passer les vacances chez ma tante. Je veux pas trop donner des détails et tout, mais je suis au Gabon. Cette histoire s'est passée au Gabon. J'étais allée passer les vacances chez ma tante. Lorsque j'étais allée passer les vacances chez ma tante, et j'avais aussi ma soeur qui restait dans la même zone et tout, c'est d'où un jour elle m'a proposé on s'ennuie et tout, on va aller, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert et tout, c'était un restaurant bien et tout, bien chic et tout. C'est d'où j'ai dit ok d'accord, vu que j'attends qu'on m'envoie de l'argent, lorsque l'argent va me parvenir, je te ferai signe. Comme ça, on va aller découvrir le restaurant en question. C'est d'où elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Quelques jours plus tard, j'ai finalement reçu l'argent qu'on devait m'envoyer. J'ai fait signe à ma soeur et tout, vu que c'est la fille de mon oncle. J'ai les gens fait signe. Nous nous sommes apprêtés bien tranquilles et tout. Nous sommes partis dans le fameux restaurant en question. Nous avons commandé et tout. Nous avons commandé. Bah, la facture faisait dans les 20 et quelques mille. Bah, on s'est dit, bah, c'est super. Vu que nous sommes sortis avec une somme d'à peu près 30 000. Lorsque je demande au serveur de m'apporter la facture, le serveur m'apporte la facture. Et dès que je remets la facture au serveur, l'argent plutôt au serveur, le serveur retourne et quelques minutes plus tard, le serveur me rapporte genre mes 30 000. Je sens que c'est l'argent qu'on devait, j'en payer la facture et tout. Pourquoi vous me redonnez l'argent? Il me fait comprendre qu'il y a des messieurs qui sont quelque part dans le restaurant, mais un peu plus au fond, qui ont payé notre facture. C'est d'où je sens que merci, dis-leur merci, vraiment c'est gentil de leur part. C'est d'où on n'a pas trop cherché à tarder, vu qu'on avait déjà terminé. Nous sommes levés, nous sommes sortis. Lorsque nous sortons, on est en train de marcher, on marche, tout d'un coup il y a un monsieur qui vient veste et tout, il nous aborde.
Bonsoir, excusez-moi, mesdemoiselles et tout. Je viens de la part de mon patron et tout. Il voudrait vous inviter quelque part pour aller boire un verre et tout. Après, vous pourriez rentrer. Et je sens que ma soeur et moi on se regarde, on est un peu... On ne comprend pas trop. Après, on finit par dire bof. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est d'où il y a un monsieur et tout qui est venu. On l'a ouvert dans la portière. Il est monté dans une des voitures. Après, nous, il y a genre un autre chauffeur, vu que c'était genre un petit cortège. C'était dans 2 voitures. Nous, on nous a fait monter dans la deuxième voiture derrière. Le monsieur, lui, était dans l'autre voiture qui était genre devant, seul à l'intérieur. Nous sommes partis dans un grand hôtel là, quelque part vers Ovendo là-bas. Nous avons bu. Après, le monsieur est venu m'aborder. Il m'a fait comprendre que depuis le restaurant, il m'a vu, machin. Il s'est intéressé par moi et tout. Voilà pourquoi il a envoyé son chauffeur venir m'aborder. J'étais un peu perplexe. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est d'où il m'a dit, c'est possible que je puisse avoir ton contact. C'est d'où j'ai un peu hésité. Après, j'ai dit, on sait jamais. Ok, je lui ai remis mon contact. Il nous a demandé de commander tout ce qu'on voulait. Ma soeur et moi, on a commandé. Ils ont géré la facture. Après, maintenant, il m'a remis une somme de 50 000 pour que je puisse prendre le taxi avec ma soeur pour rentrer chez nous. Il m'a fait signe en partant qu'il allait m'appeler le lendemain matin. C'est d'où le lendemain matin est arrivé. Je vois mon téléphone sonne pas. J'ai attendu son appel. Je vois mon téléphone n'a pas sonné du tout. Je me suis dit, peut-être il a oublié. 2 jours plus tard, j'étais en train de dormir. Mon téléphone sonne. Je vois un numéro masqué qui m'appelle. Je réponds parce que j'avais un peu des doutes que ce soit lui parce qu'il m'avait dit qu'il allait me faire signe. Donc, quand je réponds, il me fait savoir que, désolé, qu'il ne m'a pas appelé les 2 jours plus tôt parce qu'il était en voyage, c'est qu'il est rentré, il a vite fait un aller-retour quelque part, là, il est rentré, qu'on se verra peut-être demain. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Le lendemain, j'étais avec ma soeur en train de laver le linge et tout. On lavait le linge et tout. Mon téléphone sonne. Je réponds, c'était lui. Il me fait comprendre que après toi, je viens te chercher. Dans 30 minutes, je viens te chercher et tout. Je sens que ok, d'accord, j'arrête de laver le linge. Je prends vite une douche et tout. Après, je pars au lieu du rendez-vous. Je vois, j'étais une voiture garée et tout. C'est d'où je suis partie, je suis montée. On a un peu fait le tour. Il y avait toujours son homme de main, son chauffeur et tout. On était à 2. On a un peu fait le tour. Après, c'est d'où son chauffeur s'est garé quelque part. Après, c'est d'où l'homme en question a commencé à me parler. Écoute, si je t'ai abordé, tu sais pourquoi je t'ai abordé, tu n'es pas une petite fille et tout. J'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec toi. Patati patata, tu me dis juste ce que tu veux. Je commence à avoir peur. Je sens que mon Dieu, je me suis embarquée. Donc quoi, je commence à avoir peur. Il me fait comprendre que il veut avoir des rapports sexuels avec moi, mais où j'ai commencé à avoir plus peur, c'est d'où il a ouvert une sorte de mallette. Il y avait l'argent à l'intérieur. Il m'a dit, je vais avoir un seul rapport sexuel avec toi et je vais te donner 3 millions dans l'argent qui est dans cette mallette. Mais à une condition, on doit faire derrière. Je sens que dans mon cœur, je commence à me sentir grave en danger. Je commence à prier, Seigneur Jésus, dans quoi je me suis embarquée? Est-ce que je vais pouvoir sortir de cette voiture vivante? Le monsieur me fait comprendre que
Bah, je veux juste avoir ce rapport, je vais te donner 3 millions à une seule condition, nous fassions derrière. C'est d'où j'ai activé mon mode survie. J'ai fait comprendre au monsieur qui, ah bah, moi ça me dérange pas et tout, mais est-ce qu'on peut mettre ça dans 2 jours parce que actuellement je suis en mauvaise période et j'aimerais pas qu'on parle, on le fasse genre comme ça et tout. C'est d'où le monsieur me fait comprendre que non, mais moi ça me dérange pas vu que ce sera genre derrière et tout. Moi, ça me dérange pas. Si tu veux, je peux déjà te remettre l'argent et nous allions, vu que j'ai mon frère à moi qui a un hôtel dans Libreville, je pourrais l'appeler et tout. Comme ça, il va nous ouvrir et tout. Vu que je rappelle bien, c'était pendant la période du corona, donc tout était absolument fermé. C'est d'où je l'ai ramené. Je suis dit que non, mais t'inquiète, n'aie pas peur et tout. Je te fais signe dans 2 jours. Il est un peu marché, je l'ai laissé trop comprendre et tout, que j'étais grave intéressée. Il m'a dit, ok, dans 2 jours et tout, a pas de souci. Il est parti, il m'a déposé chez moi. Il m'a donné 150 000, il m'a dit, tiens, bois un truc ce soir avec ta soeur et on se retrouve dans 2 jours. C'est d'où je suis descendue, tout mon corps tremblait. J'ai seulement dit, Seigneur, donc quoi, je viens à peine d'échapper là, mon Dieu. C'est d'où je suis partie, j'ai expliqué la situation à ma soeur. Elle m'a dit bloque tous ces numéros, je les bloqués de partout. C'est comme ça, il sait pas, et peut-être il essayait de me joindre dans les 2 jours qui sont passés. C'est comme ça, une semaine plus tard, vu qu'apparemment, il vivait dans la zone ou bien je sais pas quoi. Ma tante, chez qui j'étais allée passer les vacances, m'a envoyé chez le Mortanier. Elle a acheté à manger pour préparer. Dès que je sors, je vois une grosse voiture noire qui gare, genre, tout son recul, vu qu'il y avait des gens à côté de moi qui étaient en train d'attendre, genre les clandos. Une voiture noire qui gare devant moi. Non, nous tous on recule parce que ça gare avec la pression. C'est d'où la vitre descend. Quand je regarde, je reconnais le visage du monsieur. C'est l'homme de main du monsieur en question, genre son chauffeur. L'homme descend, c'est d'où il me fait comprendre que mais qu'est-ce que toi tu es en train de faire comme ça? Nous sommes en train de te chercher partout. Je sens que pardon, commence à me chercher. C'est d'où il me fait comprendre que bah tu as bloqué le numéro, pourquoi machin. Vu qu'il y avait un peu les gens, j'avais peur. Il me fait comprendre que bah nous sommes en train de te chercher, tu as bloqué le numéro et tout. On va finir par te trouver. Tu oublies que Libreville est petit. Il m'a menacé comme ça devant les gens. Il y avait bien des témoins et tout. Tout d'un coup, il a fait monter la vitre. Il a démarré. Il est parti. C'est d'où j'ai seulement dit Seigneur Jésus. À l'instant T, je suis partie chez ma tante. J'ai fait tous mes bagages que j'avais emmenés pour venir passer les vacances chez elle. J'ai pris tous mes affaires. Je suis partie où j'ai resté avant. En fait, si je raconte tout ça, c'est juste pour dire que dans cette histoire, si j'avais par exemple accepté d'aller sortir avec ce monsieur, je me dis par exemple que les 3 millions que le monsieur m'avait proposé pour pouvoir aller sortir avec lui, c'était par exemple l'argent peut-être de mon cercueil. Parce qu'avec toutes les choses bizarres qui se passent ici dehors, ça commence ça, c'est toujours ça, c'est toujours dans ce genre de contexte là. Tu vas partir avec un monsieur qui te propose de l'argent, tu vas écouter une grande somme et tout, tu vas aller te livrer et après tu auras des trucs bizarres qui vont t'arriver. Si j'ai fait cette audio, c'est pour dire aux gens d'arrêter juste de tomber dans ce genre de piège. Peut-être je me dis aujourd'hui que si j'avais finalement accepté de sortir avec ce monsieur, peut-être que jusqu'à présent, j'allais plus pouvoir même faire cet audio. J'allais peut-être même plus être en vie. J'allais peut-être être enterré depuis des lustres. Peut-être que les 3 millions là, ça aura été l'argent de mon cercueil. Merci beaucoup pour l'histoire.
C'est l'histoire. Comprenez seulement le contexte de son histoire et le message qu'elle voulait passer. Hein? Merci de liker, partager, commenter, envoyer les cœurs. Envoyez les cœurs. Mettez le cœur. On passe à la 11e histoire.